Ok, donc comme je disais, on va entamer la deuxième leçon ce matin. Et comme lors de la première séance, on a eu assez de perturbations, c'est qu'on va aller un peu plus vite aujourd'hui, finir avec la leçon 2 et la leçon 3. La leçon 2 suppose que je... Bon, ça, je pense qu'on ne va pas trop tarder dessus, peut-être 40 minutes, 45 minutes pour évacuer ça. Comme vous allez voir, c'est des choses que vous connaissez déjà. Juste qu'on va essayer de classer ça en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Sinon, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Alors, donc la leçon 2 va présenter les fonctionnalités des systèmes d'information géographique et puis la notion de normalisation des données. Si les données ne sont pas ne respectent pas les normes, c'est très difficile de prendre une information ici et puis envoyer ça dans un autre système. Il faudrait que tout soit selon les normes que l'information puisse passer d'un système à un autre ou bien d'un ordinateur à un autre pour être partagé en plusieurs systèmes. Alors, donc ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de présenter les fonctionnalités et puis de définir quelques notions d'interopérabilité et de normalisation des données. Le deuxième objectif, là, vous allez faire ça en long et en large dans le cours de normes et standards en informatique avec Dr. Dalma. Et ici, je vous donne juste quelques aperçus pour montrer la nécessité qu'il y a de mettre des données aux normes indiquées, que le système soit accepté de tous. Donc, c'est les deux grandes parties. C'est pourquoi je disais que ça on ne va pas trop tarder dessus. Peut-être en une heure, on aura fini ici. Les fonctionnalités. La dernière fois, on a défini ce que c'est que le système. En définissant le système d'information géographique, on a implicitement fait référence à certaines ces fonctionnalités. Référence à l'acquisition des données, l'analyse des données, le traitement de ces données-là et la restitution sous forme de cartes et autres. En définissant le système d'information géographique, on a plus ou moins balayé les principales fonctionnalités d'un site. Donc, on revient sur ça ici. Donc, ce schéma-là présente un peu les principales fonctions d'un système d'information géographique. Depuis l'acquisition des données, depuis l'acquisition de toutes les informations, de toutes les couches de données que vous avez, que vous aurez à utiliser dans vos systèmes d'information, ça fait partie des fonctionnalités principales de votre système. C'est-à-dire qu'un système qui n'arrive pas à recevoir les données, d'abord, ce sera difficile. C'est comme une voiture où il n'y a pas de bouche de carburant pour mettre le carburant. Donc, il faut que le système soit capable d'accepter les données, donc l'acquisition des données. Et les données, comme vous le savez, ça diverses sources, hein, diverses sources de données. C'est des données satellitaires, bien des données que vous avez saisies au clavier, c'est peut-être des données que vous avez prises sur une clé USB ou sur d'autres supports et insérer ça dans le système. Pour que ça soit accepté par le système, il faudrait que ce soit selon les normes, bien selon le format indiqué. Tout ça, on va revenir là-dessus. Ensuite, il faut pouvoir gérer, ces données-là, les structurer, contrôle de cohérence et ainsi de suite, et puis les mises à jour. Ça, c'est ce que vous avez fait hier avec Dr. Méli, la conception des bases de données. À ce niveau-là, on parle de gestion de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons avec les clés, mais et autres, tout ça bien défini et les données mises en relation, c'est-à-dire selon la structuration indiquée. Voilà. Donc, il faudrait que, donc, on comprend très bien que le système d'information géographique, l'un des
Elle a dit l'une des pièces maîtresses d'un système d'information géographique, c'est sa base de données. Donc, quand on va finir ce cours, que vous aurez fini avec l'hôtel Nelly aussi, vous allez voir l'outil QGIS, par exemple, pour voir comment manipuler les couches et autres. Et puis, on va révéler pour la pratique de la conception de la base de données. Maintenant, la manipulation, ça va dépendre de vous et de votre spécialité. Je vous ai dit la dernière fois, nous, en tant qu'hydrogéologues, voici comment on récupère les données, voici comment on traite ces données-là pour avoir d'autres types de données, on appelle les données exogènes. Et ces données-là, nous, on sait comment on traite ces données-là pour avoir ces données exogènes. Et ce n'est pas forcément la même approche méthodologique dans telle ou telle discipline. Donc, vous qui êtes des géographes, qui êtes, c'est pas moi, dans le domaine de l'environnement et autres, vous savez comment avoir les données et comment traiter ces données-là, comment manipuler ces données, comment les transformer, comment faire des agrégations si nécessaire, si les souhaitez. Et puis les traitements, c'est-à-dire faire des requêtes pour faire ressortir certains éléments, peut-être l'analyse spatiale, l'analyse thématique et autres. Et puis le tout ça, c'est dans le but de restituer l'information qui sera utilisée pour aider à prendre une décision. Donc, sous forme de graphes, sous forme de tableaux, sous forme d'images, de figures, et ainsi de suite, même de fichiers, c'est même à ce stade-là maintenant, bon, la restitution, ça peut être sous forme de liens que l'autre va récupérer, de restaurer la chose chez nous d'abord. Voilà un peu les grandes fonctionnalités, les 5 principales fonctions d'un système d'information géographique. Et je suppose que chacun de vous ici, en fonction de la thématique de recherche, là, son thème de recherche va passer par les 5 fonctionnalités-là, absolument. Même si il ne conçoit pas une base de données en tant que telle, mais il aura au moins un fichier quelque part, ou bien un répertoire quelque part où il a les couches de données. S'il a les couches de données, c'est qu'il a pu acquérir ces données-là, il les a disposées sous forme de couches. Et puis, il l'a manipulé, fait des combinaisons et autres, on peut atteindre l'objectif qui s'est fixé au départ. Donc, et finalement, quand vous faites ça, vous réalisez des cartes et puis un document, vous expliquez un peu. Donc, chacun de vous aura à passer en revue ces 5 fonctionnalités-là et les pratiquer dans le cadre de ces travaux. Bon, maintenant, voyons ces fonctionnalités un peu en détail. Comme je l'ai dit, c'est des choses, vous avez déjà fait ça. Ici, vous avez déjà fait le terrain, non? Donc, c'est des choses, vous avez déjà fait ça sur le terrain. C'est-à-dire, l'acquisition des données peut se faire soit par lever GPS sur le terrain, les informations que vous avez recueillies sur le terrain. Et l'une des pièces maîtresses de ça, c'est lorsque vous avez un GPS, par exemple, vous allez sur le terrain pour avoir les coordonnées des informations et des données que vous prenez sur le terrain. Donc, l'acquisition des données, là, on l'a dit, ça peut être par levé topographique ou bien par levé GPS. Ça peut être la photographie aérienne, ça peut être la photographie satellitaire, ou alors vous avez une carte. Bon, je ne suis pas maintenant l'exploiter ça, les gens font ça encore. C'est-à-dire, aller payer une carte et puis venir scanner, puis essayer de digitaliser les choses dedans. Je ne sais pas si ça se fait encore. Hein. Non, en fait, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui existent qui donnent ces informations-là gratuitement. Quoi. Sinon, nous, à notre temps, là, il fallait scanner et puis digitaliser toutes les informations que tu recherches sur la carte. Voilà, il y a la digitalisation, l'import des données numériques et puis la collecte via les données mobiles. Vous avez déjà fait ça? La collecte des données via Kobo Toolbox. Non, professeur. Ça me surprend à chaque fois. Et je ne m'attends pas à entendre une voix ici, là. D'accord, ok, c'est compris.
Et normalement, c'est pour cela que nous avons placé ça comme la dernière leçon au niveau de ce cours. Et c'est mon assistante, Amandine, qui va essayer de faire ça avec vous, la dernière séance. Justement, en parlant de ça, parce qu'on a cours aujourd'hui et puis demain, c'est ça, non? C'est ça? Bon, il faut trouver peut-être 2 heures quelque part dans la semaine pour qu'elle puisse faire ça. Soit demain soir, ou bien c'est pas, vendredi soir, c'est pas. Bon, maintenant si moi-même j'ai fini vite demain, si j'ai fini vite, peut-être que de 9h jusqu'à 10h, si j'ai fini, peut-être venir continuer jusqu'à midi, voilà, donc on va essayer d'aller un peu plus vite et puis ça là, ce que j'ai présenté ici là. Et c'est nouveau. Vous maîtrisez tout ça, hein? C'est juste qu'on veut tous avoir le même, comment on appelle ça, les mêmes informations, et puis arriver devant, on va dire non, quelqu'un va dire que non, on n'a pas parlé de ça. Sinon, ça là, vous connaissez ça déjà. Hein? C'est pourquoi je pense même qu'en 1 heure de temps, ça, la leçon 2, là, on a fini ça. Bon, ça, vous avez fait ça par on est d'accord, hein? Vous êtes allé sur le terrain avec le GPS, vous-même, quoi ici. Si vous prenez les coordonnées des éléments par GPS, tout ça, c'est des données que vous récupérez et puis après, vous venez insérer ça dans l'ordinateur. Vous prenez sur le GPS, peut-être à partir de la carte mémoire, vous insérez ça dans l'ordinateur. Mais c'est des données avec des coordonnées géographiques. Donc, facile à manipuler à l'intérieur de votre système d'information. D'accord? Bon, ici, vous avez fait ça avec, comment on appelle ça? La grande sœur Hélène, docteur Hélène. Vous avez fait les traitements, vous avez fait l'acquisition d'images, données, système d'acquisition d'images et puis les traitements. On est d'accord, non? Voilà, donc, mais vous n'avez pas encore commencé à faire les traitements. Hein? Bon, d'accord, vous avez fait les traitements après c'est ça, vous avez commencé à faire les traitements. Et l'objectif au niveau des traitements, c'est quoi? C'est de faire ressortir des éléments que vous recherchez dans l'image. Et ces éléments que vous recherchez dans l'image même étant déjà géoréférencée et toutes les informations, si c'est le réseau routier, si c'est le bâtiment, les bâtiments, si c'est le type d'occupation du sol, toutes ces cartes que vous allez faire ressortir après le traitement des images seront déjà des cartes géoréférencées avec des coordonnées. On est d'accord, non? Donc, ces couches d'informations que vous allez prendre ou bien extraire à partir du traitement des images, vous allez devoir les insérer dans votre système d'information d'AutoCAD. Parce que ces couches d'informations-là seront soit analysées en combinaison avec d'autres informations pour peut-être mieux appréhender la problématique qui s'est fixée. Bon, ici, ça c'est, comment on appelle ça, les anciennes méthodes là, où vous créez une carte, vous venez scanner. Créer une carte, vous venez scanner. Et généralement, là, ça pose souvent des problèmes. Excusez-moi. Pardon? Oui, pardon. Oui, je suis au cours là. Tu es OK, là? Est-ce que j'arrive là là-bas? C'est complètement. Voilà, donc je disais qu'avec les cartes, quand vous achetez une carte, vous la pliez comme ça, non? Vous l'enroulez, vous venez avec ça. Bon, souvent, il y a certains qui plient carrément une carte comme ça. Et ça crée des distorsions dans l'image. Donc, bon, même quand vous scannez, là, vous voyez qu'il y a des parties, vous avez l'impression que c'est un peu, voilà, il y a des déformations qui naissent là. Et vous scannez et vous faites le géoréférencement, mais
tous les éléments que vous allez digitaliser dans cette carte-là ne seront pas exactement à 100% leur place. Parce qu'il y a des distorsions qui naissent dedans. Donc, ce qu'on faisait, on prend la carte, on paye la carte peut-être ici au CIGN, dans le temps c'était CCP, ou bien à la Sodexam, Sodemi, on vous délivre ces cartes-là. Vous allez rapidement, il y avait une agence à Trècheville, vous prenez la carte, directement comme ça, et puis l'introduisez dans leur scanner grand format, là. Et puis, ils mettaient tout ça en fichier numérique. Mais avant que ces structures-là, on ait l'information de l'existence de ces structures, on faisait sur les scanners que nous avons ici. Là. Et vous voyez que là c'est très compliqué. Une carte de cette taille-là, vous devez scanner ça sur un truc de A3, A4, c'est difficile. Donc, forcément, tu es obligé de plier un peu les bords pour les placer. Et ça, vraiment, c'était très difficile. Et heureusement que on n'est pas resté longtemps dans ça, puis on a eu la structure là, qui nous donnait ça plus facilement. Mais je pense que à ce jour-là, même le lien que je vous ai donné concernant les vidéos qui sont en ligne, il y a des vidéos là-bas pour voir comment télécharger des données gratuitement en ligne avec les liens et tout ça là. Vous pouvez aller prendre ces données, c'est gratuit. Et généralement, c'est des données avec des coordonnées bien précises. Alors, donc, ici, là, je pense que ça, bon, si vous êtes confronté à ça, c'est-à-dire que si vous avez une information, bien une carte avec des données très précises que vous n'avez pas à d'autres sources, obligé de prendre cette carte et la scanner et d'introduire les informations dans votre système. Là, tout le monde sait. Donc, géoréférencement, auto-rectification, tout ça, tout le monde sait de quoi il est question. La digitalisation, ça, c'est lorsque vous scannez et puis vous allez maintenant sur l'ordinateur et vous voilà, numérisez les éléments qui vous intéressent. Ça, cette table-là, on avait cette table ici au Curat. Et il y a une de nos amis, on a fait en ce moment, c'était la maîtrise, on a fait la maîtrise ensemble. On est tous arrivés ici. Bon, lui n'était pas en télévision ici, c'est une information du système hydrogéologue plus, mais il avait besoin de cette table-là pour numériser ses données. Et c'était pas, en fait, c'était pas comme les logiciels maintenant où une fois qu'on a scanné, on appelle ça directement dans le logiciel des trucs et puis avec la souris ici, vous cliquez directement, vous faites la numérisation. Non, c'était pas comme ça, c'était ce type-là. Et donc, tu mets la carte directement sur le tapis qui est là. Et puis, tu commences à numériser directement sur la carte. Là, tu n'as pas besoin de passer par le scanner. Tu fais ça directement dessus. Mais c'était compliqué. C'est-à-dire que quand tu fais un pan, après, l'autre pan qui est là, pour raccorder les mêmes lignes là, les mêmes courbes de niveau, les mêmes cotes là, c'est difficile. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Quand il est venu une autre fois, c'était décalé. Donc, il a essayé, finalement il abandonne. Donc, bon, vous voyez que le système avec les apps, maintenant que les choses sont beaucoup plus faciles, vous n'avez pas trop d'excuses. Vous présenter des choses vraiment agréables pour vous. Ça, c'était vraiment très difficile. Maintenant, si vous avez des données sur une clé, bien des données comme ça, vous allez dans une structure et puis on vous donne beaucoup d'informations sur format Excel comme ça. Vous pouvez l'insérer dans votre... Ça, c'est ce qu'on appelle l'importation des données numériques. Vous importez ça dans votre système. Maintenant, bon, une fois que vous avez toutes ces données-là, c'est en ce moment qu'il faut bien les structurer, bien les ranger et
il n'y a pas une meilleure manière de ranger les données si ce n'est dans une base de données. D'accord, hein? Je suppose que vous avez déjà vu ça un peu avec autre chose. Donc, sur la base de la composante attributaire, vous allez analyser tout ça. Parce que une donnée qui n'est pas bien traitée, une donnée, excusez-moi, hein, j'attends un appel là, je suis obligé de... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je rappelle, hein, admettons pour... J'attends un appel de l'ambassade là, donc il ne faut pas qu'il loupe ça. Et tous ceux qui appellent là, c'est... D'accord. Bon, ok, avance ici. Voilà, donc tout ça, ce qui est ici, ça c'est l'objectif même qu'on doit atteindre avec les bases de données. Ici, là? Oui, oui. Ben, la dernière fois, là, il n'y a pas chose, hein, c'est pas, peut-être ils ont pris l'ancien là pour placer. C'est pas, voilà. Bon, ici, là, c'est déjà activé. Donc, je disais, quand on dit, par exemple, analyser la structure de la table et vérifier sa cohérence, ça, c'est le travail qu'on va faire au niveau de la base de données. Vérifier les doublons. Hier, Noélie, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais un peu connecté là. Voilà, pour voir un peu. Quand je vais vous attendre dans la deuxième partie là, ne pas me dire qu'elle n'a pas fait ça. Parce que tout on a prévu hier. Elle a bien expliqué les choses. Les clés primaires, les clés étrangères, les cardinalités, tout ça, elle a bien expliqué. Donc, quand on a les clés primaires, par exemple, ça fait que on n'aura pas de doublons. D'accord, hein? Hier, vous disiez qu'on ne peut pas prendre le nom comme clé primaire. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des jumeaux, des gens qui ont ont les mêmes noms, même date de naissance, tout ça. Donc, il faut un numéro spécial qu'on va attribuer à chacun pour les différencier. C'est ça la clé primaire. Et ça va faire qu'il n'y aura pas des doublons dans vos structures. Donc, ça, bon, on va vérifier tout ça au niveau de la base de données. Une fois que la base de données est bien conçue et que ça répond aux exigences, en ce moment, on peut utiliser pour faire des manipulations après. D'accord? Maintenant, la composante spatiale. Vous avez par exemple deux structures forme de polygone et normalement, selon la topologie, il y a une arête qui les met en contact. L'arête en question, si vous n'avez pas bien numérisé, vous numérisez, je ne sais pas comment il est ça, vous faites de sorte qu'il y a un espace entre les deux. Ça, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Normalement, s'il y a cet objet, puis cet objet qui sont là, normalement, les deux sont reliés par l'arête qui est là. Si en numérisant, vous passez un trait là pour numériser la limite de ça, et puis un autre trait à côté pour la limite de ça, il y a un espace entre les deux. Il y a un espace entre les deux. Et l'espace entre les deux là, c'est pas juste. Il y a une manière de faire ça aussi. Je crois que dans l'outil SIG, c'est bon vous expliquer comment on fait ça. Souvent accrocher les nœuds là pour que ça soit bien fait. Voilà, donc ça, et c'est pas ça. Donc, il faut vérifier d'abord les coordonnées, tout, et vérifier la géométrie pour être sûr que l'objet, je veux dire, dans sa répartition spatiale, est vraiment bien numérisé dans sa répartition spatiale. Il ne faut pas qu'il y ait des courses. Là, c'est juste ça. Vous avez un objet comme ça, et puis vous avez un autre objet qui, normalement, voilà. Les deux ici, ça doit être commun. D'accord, non? Si vous avez tracé celui-là ici et que vous tracez celui-là ici, l'espace qui est là, quand on va agrandir, on va faire des zooms, on va voir une grosse force qui est là.
Et ça va correspondre à quoi? Pas juste. Mais il faut vérifier tout ça au niveau de la composante spatiale. Et puis surtout, vérifier ces informations-là à partir des données de référence que vous avez eues. Maintenant, bon, ça, c'est des étapes vraiment importantes dans la gestion des données d'abord, enfin, je veux dire, dans l'acquisition des données et ensuite passer au niveau de la gestion des données, ranger les données par projet, par type, par version, par date et ainsi de suite. Ce genre de choses, ça c'est, je crois que comme je l'ai dit quelque part devant, ça c'est la mise en place d'une base de données. Ça, c'est les différentes étapes de la mise en place d'une base de données. Si, bon, puisque c'est marqué là même la fonction de gestion des données. Il faut gérer, il faut bien structurer les données, il faut bien les ranger et puis donner les. Hier, vous avez parlé des choses, non? Bon, c'est pas, comme je n'ai pas suivi depuis le début, vous avez parlé des dictionnaires de données. Il faut bien ranger avec les différentes, on appelle ça, les types, les acronymes, voilà, la longueur des trucs, tout ça, il faut bien ranger ça. Une fois que le dictionnaire de données est bien fait, gros, enfin, je veux dire, une bonne partie du boulot est fait. Maintenant, si vous les mettez en relation, mettant les cardinalités dans le modèle conceptuel, c'est que si vous avez fait ça et que ça fonctionne normalement comme vous l'entendez, c'est que le travail est fini. D'accord? Et ça, donc il faut bien ranger les données, il faut bien les protéger. Il n'y a pas meilleure manière de protéger les données que dans un système, dans une base de données. S'il y a un gestionnaire de base de données qui a récupéré toutes les données bien structurées et puis qui a réalisé la base de données, personne ne peut entrer là et puis supprimer des choses comme il veut. Non, non. Vous donnez juste des accès limités aux gens. Ils peuvent venir voir, venir regarder les choses, mais ils ne peuvent pas supprimer quelque chose ou bien déplacer quelque chose. C'est le seul administrateur là qui a le droit de faire cela. Donc, les données sont bien gérées, bien structurées, bien rangées et puis surtout bien protégées. Avec, lors de la gestion, on a la possibilité de mettre à jour ces données-là. D'accord? Vous pouvez être en train de travailler sur une structure, enfin, dans une structure où chaque 5 jours, vous avez des nouvelles données. Il faut donc entrer ces données-là, mettre à jour et puis réaliser de nouvelles cartes mises à jour. Donc, au niveau de votre système, au niveau de l'étude que vous menez, les données changent à quel rythme? Il faut bien définir ça. Et puis, alors, essayer de mettre à jour ces données-là selon le rythme imposé. Donc, il faut bien archiver ces données-là et faire en sorte que, bon, leur structuration vous aide à atteindre vos objectifs. Et j'ai mis en bas, ça c'est la mission d'un administrateur de données. Quand on va faire la partie pratique au niveau de la base de données, vous verrez, vous allez jouer un peu le rôle d'administrateur et puis donner les droits aux autres. Voilà, vous leur donnez les logins, les mots de passe pour qu'ils puissent avoir accès à la base de données avec certaines limitations. Donc, tout ça, c'est le côté fonctionnalité de gestion des données. Maintenant, la manipulation. Ici, j'ai dit que ça va dépendre de chacun. Le SIG intègre de nombreux outils permettant de manipuler les données pour les rendre et garder celles qui sont essentielles au projet. Ça, chaque fois que j'arrive à ce niveau-là, il dit, bon, ça va dépendre de chacun. Si vous êtes spécialiste de modélisation, vous savez comment traiter vos données et les mettre en relation pour que votre algorithme de modélisation permette de les traiter et d'atteindre l'objectif. Donc, ce n'est pas à nous de vous expliquer ça. C'est vous qui êtes spécialiste de votre domaine. On est d'accord, non?
Bon, ici, par exemple, Miss, c'est quelle spécialité? Non, je veux dire, ce que tu fais même, ce que tu as fait le background, c'est géographie, géographie. Maintenant, tu travailles sur quelle thématique? Hein, le sujet qu'on t'a donné. Le thème entier. Bon, non, ce que tu veux, on te demande de faire quoi? La qualité des surfaces. La qualité des eaux de surface. D'accord? Et toi? Toi, c'est. Et toi? Oui. Hein? La dynamique de l'occupation. Oui, bon, c'est la dynamique de l'occupation du sol. Donc, tu sais quel type de données utiliser, comment traiter ces données-là et comment les manipuler dans. Ou bien? D'accord. Bon, en fait, normalement, vous êtes des experts hein, dans votre domaine. Ici, là, la télédétection et les systèmes d'information géographique sont des outils que vous utilisez. Mais vous-même, là, vous avez de la compétence déjà dans votre différents domaines. Il y a des hydrogéologues ici. Il y a des géologues ici. Regardez, SRM. Où ça? Voilà. Bon, vous avez de la connaissance dans votre domaine, non? En géologie, là. Ou bien? D'accord. Mais dans tous les cas, en termes de géologie, là, de base, vous avez beaucoup de connaissances dedans. Les roches métamorphiques, les roches magmatiques, les roches sédimentaires. Voilà, c'est même la géomorpho, les géodynamique interne, géodynamique externe, toutes ces informations-là, vous les avez. Mais vous avez fait le terrain aussi, non? Voilà. Okay. Donc, maintenant, si on vous donne un thème de recherche et vous avez besoin de telle information, telle donnée, vous allez sur le terrain, vous en tant que spécialiste géologue, vous allez sur le terrain, vous recherchez telle information, et vous venez, vous savez que vous avez pris telle donnée là, c'est pour faire tel traitement. D'accord, non? C'est comme ça, généralement, c'est ce qui ressort généralement dans vos documents vos mémoires là. Hein? Vous avez le problème qui se pose, vous avez peut-être une zone où vous allez exécuter ça, et puis vous fixez des objectifs. Maintenant, en fonction des objectifs, vous posez la question, quelles sont les données que je vais utiliser, que je vais traiter pour atteindre ces objectifs-là, en vue de répondre à la question ou bien au problème qui est posé. C'est ça. Donc, quand vous avez les données, vous ne cherchez pas, je veux dire, ces données-là même là, il y a plusieurs données qui existent. Mais pourquoi vous êtes focalisé sur telle donnée, telle donnée, telle donnée? C'est parce que vous savez que ces données-là, en les traitant, ça vous aide à atteindre l'objectif. On est d'accord, non? Maintenant, vous savez que vous avez utilisé telle donnée, c'est parce que vous savez que vous allez faire tel traitement sur cette donnée-là pour atteindre l'objectif. Maintenant, cette approche méthodologique-là, ce n'est pas à moi de vous dire ça. Vous êtes expert dans le domaine, ce n'est pas à moi de vous dire ça. Moi, bon, si c'est des choses peut-être connues de tous, je peux vous aider. Mais si c'est quelque chose de pointu dans votre spécialité, il y a des gens qui font la géométrie de la santé. Bon, si c'est dans un tel cas, il faudrait quand même connaître le mode de, c'est pas, si c'est un mode de transmission des maladies, des trucs comme ça. Nous, on ne peut pas vous donner des approches, à moins que ce soit un spécialiste aussi dans le domaine. Mais l'outil qui est là, une fois que vous finissez de faire ce traitement-là, les données, comment les structurer, comment les insérer dans le système pour atteindre l'objectif, c'est ça que. Donc, cette partie, parlant de manipulation, de la modélisation des données et tout ça, ça va un peu dépendre de chacun en fonction de sa thématique, bien de son. Voilà. Maintenant, l'exemple que moi je vous donne, on dit, bon, on est en train de rechercher de l'eau dans une zone. En tant qu'hydrogéologue, tu dis, bon, quand on recherche de l'eau dans une zone, les critères pour qu'il y ait de l'eau dans une zone,
Il ne faudrait pas que ce soit au sommet d'une montagne. Il ne faudrait pas que ce soit dans un cimetière. Il ne faudrait pas que là où on va planter le forage, là, ce soit dans un lac. Il faudrait que les pentes soient faibles. Il faudrait que la fracturation de la roche, si c'est dans un milieu cristallin, il faut que la roche soit fracturée, beaucoup fracturée pour qu'on puisse avoir. Donc, il faut avoir la fracturation, il faut avoir la densité de fracturation, il faut avoir les débits qui ont déjà été pompés dans la zone, et tout comme ça. Donc, toutes ces données-là, les récupérer, les traiter et les mettre en cohérence, les combiner pour qu'on puisse avoir une indication sur l'endroit où il faut placer les forages. Et après ça, vous faites appel maintenant aux géophysiciens qui viennent trouver le point exact au sol et puis exécuter le forage. Donc, les traitements que l'on fait, ça, c'est dans le domaine de l'hydrogéologie que l'on fait ça. Maintenant, si vous êtes dans le domaine de, je sais pas moi, géographie physique, ou bien c'est pas, vous êtes dans le domaine du climat, vos techniques de traitement des données là, c'est vous seul qui savez comment les traiter. Mais l'outil SIG sera utilisé pour gérer ces données. Mais les modes de calcul et autres de traitement des données là, ça c'est selon votre spécialité. Nous, par exemple, on utilisait aussi la géostatistique. Ça, là, on avait voulu insérer, c'est pas si dans la nouvelle maquette, mais en fait, ça, c'est une technique qui est vraiment utilisée pour le traitement des données géoréférencées. Quand vous dites qu'il y a une donnée ici, qu'il y a une donnée ici, qu'il y a une donnée là, et puis après, vous faites une interpolation. Vous dites que bon, ça varie comme ça. Ça, généralement, c'est pas tout à fait correct. Il faut une analyse géostatistique par le crigéage pour montrer l'évolution spatiale de paramètres ou bien de la donnée là dans l'espace. Alors donc, ce volet, j'espère que vous êtes tous spécialistes de vos différents domaines. Vous savez comment traiter vos données. On dit, quand vous voulez faire la modélisation, là, il y a une manière souvent de représenter les données, de présenter les données. Si vous ne manipulez pas ces données-là pour les présenter sous ce format, ce sera difficile de continuer. Donc, c'est à vous de le faire. Par exemple, quand je dis, je vais chercher, je suis obligé de prendre la carte de fracturation, la transformer en débit, en densité de fracturation. Ça, c'est un petit traitement que j'ai fait. Et il y a des règles de maillage qui s'imposent selon qu'on soit en milieu sédimentaire ou en milieu... Donc, vous voyez ça, c'est des connaissances dans le domaine spécifique. Ça n'a rien à voir d'abord avec ce que nous faisons comme système d'information, géographie et autres. Ça, c'est ta spécialité, comment présenter ta donnée. D'accord? Mais pour finir, il faut que cette donnée-là soit utile et bien présentée pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, ici, on parle de traitement des données. Et de là où on peut faire les statistiques, on peut faire des calculs statistiques, on peut faire des tris, on peut faire des requêtes. Voilà, on a des données et puis on veut faire ressortir seulement les données qui respectent certaines conditions pour avancer dans la modélisation, même pour avancer dans le processus de traitement. Donc, ça également, les bases de données permettent de le faire. C'est-à-dire le côté administration et puis le côté manipulation. Donc, vous avez votre base de données, vous pouvez faire des requêtes pour dire, bon, je veux l'ensemble peut-être de forage avec telle valeur de débit, telle valeur de niveau statique, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien, j'ai des informations sur peut-être les banques et autres, et puis j'ai dit, bon, je veux les banques qui sont dans un rayon de 5 km. Ça, c'est des petits traitements qu'on peut faire pour... Maintenant, il y a des outils d'analyse spatiale qui existent. Vous allez faire le cours d'analyse spatiale, je crois, ça c'est en N2.
C'est l'intersection de deux couches d'information, l'union de deux couches d'information, c'est pas la différence entre les zones de buffer et autres. Tout ça, c'est des techniques de traitement des données que vous aurez à expérimenter ou certainement peut-être un jour utiliser dans votre projet cible. Maintenant, la restitution. Bon, ça, c'est sur différentes formes. Ça peut être sur des cartes, sous forme de cartes. Ça peut être sous forme de tableau. Ça peut être sous forme de graphes. Présenter la chose pour que le message puisse être véhiculé facilement. Généralement, la carte, c'est la même manière de présenter la chose si la chose a une évolution spatiale. Voilà. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez montrer. Si c'est peut-être des pics de chaleur, vous faites des graphes pour dire que bon, à telle période, il y a des pics, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, bon, maintenant, à l'heure actuelle, c'est de délivrer des services web. On fait tout ça. Vous pouvez partager ça via un portail, bien une application que vous allez développer, puis peut-être donner les liens pour que les autres puissent avoir les informations que vous avez diffusées à partir de votre système d'information. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que là, on a survolé rapidement les 5 fonctionnalités importantes d'un système d'information géographique. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais savoir s'il y a une différence entre les trois mots là, la digitalisation et l'utilisation. Il y a une différence entre les trois termes. Numérisation, vectorisation et digitalisation. La numérisation, là, ça c'est simplement prendre une information physique comme ça, puis entrer ça à l'ordinateur. Déjà, quand ça rentre à l'ordinateur, l'ordinateur reconnaît ça comme étant des valeurs numériques dedans. Ça, c'est numérique. Dès lors que vous avez une carte ou n'importe quelle donnée, si c'est sur un support informatique, c'est une donnée numérique. C'est ça, c'est la numérisation. C'est comme scanner quelque chose. Passer du domaine physique au domaine numérique. D'accord? Maintenant, la digitalisation et la vectorisation, ça c'est la même chose. Sauf que c'est que sur le document numérique qui est là, vous allez extraire des informations en mode vecteur dessus. Soit c'est des polygones, soit c'est des polylines, soit c'est des points. Ça, c'est la vectorisation. Maintenant, quand on parle de digitalisation, c'est la même chose, sauf que vous suivez l'information, vous retracez l'information qui est là vous-même de façon, je veux dire, c'est pas du manuel, puisque c'est avec la souris que vous faites, mais vous suivez ça. Mais généralement, quand on parle de vectorisation, c'est-à-dire que c'est comme si on demandait à l'ordinateur de transformer ce côté raster-là en vecteur. Maintenant, la digitalisation, ça, c'est comme si c'est vous-même qui... Mais bon, vectorisation, digitalisation, c'est la même chose. Mais le terme digitalisation est beaucoup plus utilisé lorsque c'est vous-même qui suivez, comme ça, pour faire ressortir les limites du polygone ou bien les limites du... D'accord? Mais ça aussi, c'est une vectorisation. Vous avez rendu l'information qui était du format raster là en format vecteur. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la dernière partie. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je voulais un peu, bon, que vous revendiez un peu sur la modélisation. Je ne sais pas trop si... Ah, la modélisation, il a dit tout à l'heure que c'est dans votre domaine. Hein? Oui, oui, mais au moins, bon, de façon générale, un peu... Non, quand on dit, bon, la modélisation, c'est, en général, c'est quoi? Vous étudiez un phénomène, allô?
Oui, Vous étudiez oui, un monsieur. phénomène. Essayez de fermer le micro après. Vous étudiez un phénomène et vous constatez que ce phénomène-là s'appuie sur plusieurs paramètres, par exemple. Vous arrivez à bien définir ces paramètres-là. C'est-à-dire que les paramètres qui font que le phénomène se déploie ou bien, je veux dire, progresse dans telle ou telle direction ou bien dans telle ou telle intensité. Vous avez des données qui permettent de faire ressortir ces différents paramètres qui influencent le phénomène. Je ne sais pas si on se suit, hein? Oui, monsieur, je vous suis. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez à comprendre l'évolution du phénomène sur la base de ces paramètres de départ-là, vous avez fait ce qu'on appelle une modélisation. C'est-à-dire que vous-même, si les paramètres d'entrée, vous les faites entrer dans votre, j'allais dire, votre algorithme, et puis le résultat que ça donne, que votre modèle donne, si ce résultat-là est conforme à la réalité sur le terrain, en ce moment, vous avez fait une modélisation. C'est-à-dire que le phénomène naturel qui se produit là-bas, vous avez réussi à répéter ce même phénomène naturel-là, mais à l'ordinateur, sur la base des paramètres que vous avez conçus. Et en utilisant les données d'entrée que vous avez, de sorte que, à un moment, vous dites, bon, si ce paramètre-ci augmente, qu'est-ce qu'on aura comme résultat à la fin? On dit, bon, il y a eu une inondation ici. L'un des paramètres clés, c'est la précipitation. Quand la précipitation atteint un tel niveau, il y aura une inondation. Si vous avez réussi à transcrire ce phénomène d'inondation à partir d'un logiciel comme Aircraft, par exemple, qui vous dit, bon, la source d'exemple dit, bon, demain, on aura tel niveau de pluie. Si à partir de votre modèle, c'est-à-dire vos différents logiciels de traitement des données avec les algorithmes de modélisation que vous avez mis dedans. Si vous dites, voilà les entrées ici, d'abord la topographie, les différents types d'occupation du sol, et puis la pluie, la précipitation à tel niveau indiqué par la source d'examen, voilà la zone, voilà les zones qui seront inondées. Si déjà avec votre logiciel, vos techniques de modélisation, vous avez prédit ça, et qu'effectivement, il pleut cette quantité, et que sur le terrain, ces mêmes zones-là sont inondées, vous avez réussi à faire un modèle correct, un modèle validé. Donc, la modélisation, c'est quoi? C'est prendre essayer de traduire le phénomène naturel là par des modèles mathématiques. C'est bon, monsieur? Merci vraiment, monsieur. Merci beaucoup. Donc, et ça, bon, nous qui sommes hydrogéologues là, ça, c'est l'un des trucs les plus difficiles. Parce que ça va demander beaucoup de données que vous n'avez pas. On va vous demander, par exemple, la rugosité du sol. On va vous demander, comment on appelle ça? Parce que un sol qui est là n'a pas le même comportement quand on est en saison sèche que quand on est en saison des pluies. Quand on est en saison sèche, on verse de l'eau là, bon, rapidement, ça va partir. D'accord, non? Mais si le sol est déjà saturé, ça n'a plus le même comportement. L'eau ne pourra pas s'infiltrer facilement. Donc, tout ça là, il faut des paramètres, beaucoup de paramètres pour pouvoir modéliser tout ça, de sorte que ça traduise réellement la réalité. Des lois physiques, tout ça qu'il faut comprendre, c'est la partie la plus compliquée. Mais dès lors que c'est fait et que c'est validé, ça donne des résultats incroyables. Mais généralement, ces genres de choses-là, on les fait avec beaucoup de données historiques qui existent. Parce que si il me fait comprendre, on les fait avec beaucoup de données historiques qui existent. Chez nous ici, si on a trop de données d'histoire, c'est jusqu'à les années 60. Alors qu'il y a des pays ou bien des structures qui ont des données de près de 200 ans. Et ça là, même 100 ans déjà, c'est déjà très bon. Vous pouvez prendre depuis 1900 là-bas, ce qui s'est passé. Quand cette donnée-là
on a ce résultat ici, on a telle donnée, on a ce résultat ici. Jusqu'à 200 ans, ça là, les IA nous aident maintenant à faire ces genres de trucs là très facilement. D'accord? OK, donc passons au deuxième point. Professeur, Oui. excusez, au niveau de la notion de modélisation, si j'ai bien compris, c'est le travail préalable qu'on effectue avant la mission de terrain. Non, non. La modélisation, même là, les paramètres d'entrée de votre modèle, vous pouvez les récupérer sur le terrain. Et puis après, valider les résultats de votre modèle par des informations recueillies sur le terrain. C'est-à-dire que la modélisation, là, c'est simplement essayer de traduire la réalité par des équations mathématiques ou bien par des algorithmes informatiques, c'est tout. Faire en sorte que, je ne sais pas, un phénomène naturel qui se produit, vous puissiez prédire ça à partir de votre modèle. Si tel paramètre de départ change, voilà ce qu'on a. Et effectivement, sur le terrain, si ces paramètres-là changent, comme on l'a posé, le résultat est identique à ce que votre modèle a donné. C'est tout. Maintenant, pour le fonctionnement du modèle, vous avez besoin de données, certainement que vous aurez à aller récupérer sur le terrain. C'est bon? Oui, merci pour ça. OK. Bon, passons rapidement à la notion d'interopérabilité. Un exemple simple de truc, c'est que vous tous, vous suivez les mêmes règles. On dit, bon, A là, c'est comme ça on écrit A. Tout le monde sait que c'est comme ça on écrit A. Donc quand on écrit ça, tout le monde lit ça A. D'accord? La même chose se fait peut-être avec les couleurs là. Si vous allez dans votre logiciel Word, vous mettez la couleur blanche, le code qui est derrière là, ça c'est un code universel, un code normalisé pour tout le monde. Ce même code là, quelqu'un d'autre met là-bas, va avoir la même couleur. D'accord? Maintenant, si vous voulez travailler avec les autres, il faudrait que vous respectiez ces normes, ces règles en fait. Quand on dit ici interopérabilité, c'est-à-dire que, par exemple, celui-là, c'est un périphérique. Pour qu'il fonctionne avec celui-là, il faudrait que les deux s'entendent sur un langage. Quand je clique ici, il faudrait que lui sache qu'on a cliqué ici et que, bon, on a fait clic droit, bien clic gauche. Bien, c'est pas moi, on a fait un clic prolongé, ainsi de suite. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, il faut que les deux communiquent en suivant le même langage. Maintenant, quand vous prenez une clé USB pour mettre, il faut que lui, là, puisse lire ce qu'il y a sur la clé. Maintenant, si c'est une clé avec un fichier, peut-être shapefile, je prends ça et je viens sur l'autre ordinateur ici, je mets. Mais il n'y a pas de système, je veux dire, il n'y a pas un logiciel ici qui permet de lire ça. Il y a peut-être Word et puis Excel. Les Word et puis Excel, ils ne peuvent pas lire shapefile. On est d'accord? Donc, c'est un peu, je veux dire, des procédés ou des règles, des critères qui sont définis pour qu'on puisse échanger facilement les informations entre les systèmes. Moi, j'ai fini de faire un truc sur mon système ici. Je peux balancer à côté que mon même système là, si je copie mon projet, je donne ici, elle peut ouvrir et puis afficher les mêmes trucs que j'avais dans mon. Donc, si les deux ne fonctionnent pas de la même manière, bien, je veux dire, les deux ne respectent pas les mêmes procédés, les mêmes techniques, on aura du mal. C'est ce qui, on a vu ça un peu avec pendant la guerre froide, là, entre le bloc de l'Est et tout le bloc de l'Ouest et autres là. Quand vous prenez le train, vous allez jusqu'à quand vous arrivez à la limite, à l'entrée de la Russie là, de l'URSS, les rails là ont changé de dimension. Donc, le système, votre système là s'arrête ici. Si vous voulez continuer, il faut vous adapter maintenant à leur règle. Donc, vous ne pouvez pas quitter chez vous là-bas comme ça et puis venir jusqu'à.
arriver quelque part, il faut qu'on change le système. Donc, c'est un peu ça. On dit ici, l'interopérabilité est la capacité que possède un système informatique à fonctionner avec, c'est ça, non? Avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs, sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez votre système ici et que ce système peut communiquer avec d'autres produits, ça peut être des cartes, des clés USB, ça peut être des imprimantes, ça peut être un autre ordinateur carrément. Si votre système arrive à communiquer, à fonctionner, à communiquer avec ces autres produits ou d'autres systèmes informatiques, alors votre système respecte la notion d'interopérabilité. On dit quoi? C'est la capacité de deux ou plusieurs systèmes ou composants à échanger de l'information et à utiliser l'information échangée. Ici, la notion la plus importante, ce sera la notion de partage. Partager les informations. Si j'ai mis en place mon système, j'utilise des données, je les traite, et puis j'ai un résultat, je vais diffuser ce résultat-là, partager cette information, ou bien même partager mon système à d'autres systèmes, ou bien à d'autres personnes ailleurs, pour que je puisse le faire. Donc, vous voyez ici, par exemple, avec maintenant la naissance d'Internet, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, on a plus que besoin de l'interopérabilité entre les systèmes pour pouvoir envoyer l'information. Ici, par exemple, des fois, vous avez des logiciels, c'est pas de WhatsApp sur votre ordinateur. Ça, non? Là-bas, vous écrivez un message, vous balancez. Le message, vous le voyez dans votre téléphone ici, et puis votre correspondance, il voit ça là-bas. Mais les systèmes-là ont communiqué, ont échangé des données. Maintenant, vous pouvez prendre aussi votre téléphone ici, envoyer un autre message, et puis le message, vous le voyez dans votre ordinateur ici, et puis la personne voit ça là-bas. Il ne fait pas comme un de nos anciens amis qui a mis son ordinateur, il a travaillé un peu sur ça au salon, puis après, il est rentré dans la chambre pour aller communiquer. Quand il envoie le message, il va s'asseoir ici, s'asseoir là-bas aussi. Donc, pour dire que les appareils là communiquent, on est d'accord, non? Bon, heureusement que ce n'était pas des trucs très bizarres, quoi. Donc, bon, c'est passé, il n'y a pas eu de dégâts, c'est passé tranquillement. Mais dès lors que l'appareil aussi est connecté à Internet, toi, si tu es connecté là-bas, et puis quand tu envoies le message s'en va. Mais lui aussi, il a fait ici. Il dit que ces différents éléments-là communiquent. Et donc, avant, c'était par des supports. On mettait, comment on appelle ça, les disques. Vous avez manipulé les disquettes? Vous avez vu ça à photo? Les disquettes avant, là, c'était 3,5 mégas. Non, 3,14. 3,14 mégas. C'est-à-dire que si ta donnée dépasse 3,8, ça ne peut plus entrer dans le disque. 14 mégas. C'est MO, hein, c'est ça, non? 3,14 MO. Donc, si ton document est plus que ça, tu ne peux pas mettre ça sur une disquette. Maintenant, après, les gens ont créé un petit logiciel qui permettait de couper. C'est-à-dire quand tu as un document Word de 5 mégas, ça ne peut plus entrer dans une seule disquette. Là. Tu mets une première disquette, il met ce qu'il peut mettre là, et puis coupe. Tu enlèves la disquette, tu mets l'autre, et puis mets le reste là-bas. Donc, sur la première disquette, tu mets 1 sur 2. Et puis, deuxième disquette, là, tu mets 2 sur 2.
Maintenant, tu donnes ça, tu lui as envoyé là. Arrivé là-bas, tu mets la première disquette, il finit de couper ça, il met la deuxième disquette, il remet et puis il reconstitue le fichier. C'est après ça maintenant que, bon, c'est venu les clés USB, et après les CD. Les clés USB, même au départ, même là, tu peux mettre des données arrivées là-bas, ça ne sort pas bien. Le système n'était pas encore bien rodé. Tu peux mettre un fichier ici, Word, arriver là-bas. Tu as bien mis le test, hein. Quand tu ouvres de l'autre côté, le test s'ouvre, et c'est Z jusqu'à la fin. Donc, tout ça, c'est des. Bon, nous, on a vécu ça un peu, on a. Et après, il y a eu les CD. Après, il y a eu les zip. Les zip, et vous pouvez aller jusqu'à 100 mégas. Et là, on les appelait les WinRAR, les zip WinRAR. En ce temps-là, c'est le processus, vous ne le connaissez pas, non? Vous allez faire quoi avec lui? Très bientôt, là, vous allez faire des pré-traitements avec lui. C'est le seul qui avait ça ici à l'UFM. Prof. I'm okay. Oui, F1. Les F de la sont sur le terrain. Ils sont pas partis. Non, monsieur, ils ont annulé. Ah, ils ont annulé. Non, le français, il faut bien. Ça a été reporté. Ça a été reporté. Voilà, ça a été reporté. Ah, c'est ça a été reporté. Donc, si c'est annulé, c'est qu'on ne va plus faire. Non, ils vont faire. Ils vont reprogrammer ça. Donc, c'est fait ça. D'accord, merci bien. C'est le seul qui avait ça. De 100 mégas. Ça, c'était vraiment le top à ce niveau-là. Maintenant, depuis les années 2000, il y a Internet. Donc, l'info est la petite, là. L'info est la petite. Le gars, là, il est en train d'aller quelque part. Hein. Mon ami, il faut couper ton micro. Ce sont les variables du direct. Non, parce que là, la vidéo, même, c'est ceux qui sont connectés, les ont vu, il était en train de sortir avec des écouteurs là. Mon ami, il faut couper ton micro. Ok. Non, moi, il ne va pas ça Si ici. ça t'embête d'aller chercher. Je pense que c'est bon, il a coupé. Donc, avec le réseau Internet maintenant, si un système doit envoyer une information à un autre système, il faut forcément le respect de la notion d'interopérabilité. Maintenant, vous êtes là, vous avez des données ou peut-être même des gigas. Bon, ok, des terras maintenant, ok. Bon, mais ça, et même, je crois que vous avez la possibilité de sauvegarder des trucs dans le cloud. Hein? Donc, ça, c'est. Alors qu'avant, là, si tu as perdu tes trucs, c'est que tu as tout perdu. Hein, même pas. Et bon, nous, au Curat, ici, quand même, on était chose, hein? On était toujours un peu plus avancé que les autres. Au départ, là, les autres qui étaient là pour venir consulter les mails ici. C'était pour venir consulter les mails ici. Et nous, on avait un informaticien là avec un serveur. Et bon, en ce moment, on n'avait pas de. Comment on appelle ça? Des téléphones, des ordinateurs portables comme ça. Il y avait des fixes là. Tu viens, tu as un espace dans le serveur. Tu fais tes données, tu te mets là-bas. Là, en ce moment, on a déjà dépassé le niveau des disquettes de 3,14 mégas. Là, on mettait maintenant les données, les trucs là-bas. Maintenant, ceux de nos camarades qui n'étaient pas avec nous ici au Curat, qui venaient souvent squatter avec nous, bon, il y a un qui a demandé les enseignants à Daloa, il n'était pas avec nous ici. Et lui, l'astuce que lui avait trouvée, c'était de garder ces informations dans la corbeille. Alors, personne ne va aller chercher. Donc, il met ces informations là-bas. Si bien qu'ils ont vidé la corbeille, actuellement, il est devenu même procès titulaire à Galois. Mais ça reste quand même des histoires entre nous quand on se voit. Bon, voilà. C'est pas de réfléchir. C'est quoi, c'est réfléchir. Bon.
Qui va aller dans la conversation? Et après, bon, il a pu s'en sortir avec ça. Hein. Quand il vient et puis il restaure, puis il travaille dessus. Quand il finit le travail, il supprime, il repart là-bas. Tranquille, quoi. Bon. OK, donc la notion, j'espère que tout le monde a compris, hein, c'est de faire en sorte que les systèmes, les différents systèmes qui sont là puissent communiquer. Et là, comme j'ai dit, vous allez faire ce coup-là avec le professeur d'allemand, il va donner plus d'informations là-bas. Et ça va être le cours sur les normes. Faire en sorte que vos systèmes puissent communiquer avec les autres systèmes. Et pour cela, les normes que ces systèmes doivent respecter, il faudrait que ces normes-là soient comprises de tous. Pourquoi il faut que ce soit bien rédigé, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit univoque et sans ambiguïté. Sinon, si vous avez un système qui travaille, vous avez un système qui n'est pas conçu sur la base des normes qui existent, vous ne pourrez pas communiquer avec les autres. Hein? Vous allez faire un vase clos, vous ne pouvez pas ouvrir et partager surtout de l'information, ou bien diffuser l'information. Alors que actuellement, le challenge, c'est ça. Avoir une information et puis diffuser cette information rapidement. Ou bien faire créer un système de sorte que d'autres là-bas puissent aussi modifier des informations dans le système et puis mettre le système à jour. Donc, c'est en cela qu'on a souvent ce qu'on appelle la spécification de l'OGC. C'est l'organisme qui s'occupe de la mise en place des normes en matière de géomatique. Tout ce qui est données géoréférencées, bien données à support spatial, c'est l'agence qui permet de rédiger les normes dans ce domaine-là. Donc, tout ce qui est interface des cartes, des serveurs web, tout ce qui est accès, tout ce qui est entité géographique, comment est-ce qu'il est représenté, comment est-ce qu'il y a des services d'accès à ces données géographiques, tout ce qui est langage en géographie et tout ça, c'est l'OGC qui s'occupe de ça, Open Geospatial Consortium. Donc, en tout cas, pour la bonne marche d'un système d'information géographique, notamment de toutes ses fonctionnalités, le respect des normes et autres spécifications de l'OGC est un impératif. Ici, juste, je vous présente quelques standards de format l'OGC. Ce que la plupart du temps nous connaissons, bon, j'espère que ça c'est encore un peu devant. Les fichiers simples là, les SLD, on va revenir un peu là-dessus l'année prochaine. C'est le format de description des styles. Les styles, si vous avez peut-être un réseau routier, vous voulez faire la différence entre l'autoroute et puis les petites voies, le style de l'autoroute et puis le style des petites voies, ce ne sera pas les mêmes. L'autoroute, c'est un truc qui est plus large, plus, voilà. Et puis l'autre, peut-être, va être un peu mince, un peu chaud, voilà. Donc, c'est celui-là qui permet de faire ça. Et c'est très utile lorsqu'on va, l'année prochaine, mettre en place des applications. Les KML, par exemple, les trucs KML, vous connaissez ça, hein? Voilà, donc c'est l'OGC qui a généré tout ça. Les CSV, les fichiers JSON et même Excel, les shapefiles qu'on a l'habitude, on voit très souvent, shapefiles sont aussi des formats générés par cet organisme. Et c'est souvent ces règles que fonctionnent tous vos logiciels-là. Pour qu'un logiciel en vie, par exemple, peut générer un fichier shapefile. Ah bon, vous n'avez pas encore fait ça, hein? Mais vous allez faire ça. Vous pouvez faire un traitement sur envie, un traitement d'image, vous faites une cartographie là, et cette cartographie que vous avez réalisée, vous voulez envoyer ça hors d'envie. C'est-à-dire exporter cette information en vie, que vous demandez est-ce qu'il faut convertir, dans quel format convertir ça. Vous lui dites, bon, comme vous voulez envoyer ça dans un système d'information géographique, vous faites ça en
en shapefile ou bien en DXF. Donc, la conception de ces formats-là, il faudrait que vos différents logiciels ou bien vos différents systèmes puissent lire. Donc, si je prends tout de suite un fichier shapefile que je donne à quelqu'un pour lire et que la personne n'a plus GIS ou bien a GIS, peut lire rapidement ce fichier-là. C'est parce que les deux peuvent lire le code shapefile. Bon, ensuite, il y a des services. Tout ça, c'est l'OGC qui propose ces spécifications-là pour faciliter la diffusion des données entre les systèmes, bien délivrer des services. Le service WMS, le service WFS, bon, WPS, non, WMS et puis WFS, l'année prochaine, on va revenir en détail là-dessus. C'est-à-dire que vous développez votre application et puis vous pouvez délivrer des services en fichier, je veux dire, format vecteur, ou bien même format image. Ça dépend de vous. Donc, quand vous allez concevoir votre application sur la base de votre système d'information que vous avez ici, quand vous partagez le lien, la personne de l'autre côté peut restaurer ça et puis modifier selon sa convenance. Vous avez mis plusieurs couches, vous avez peut-être 3 couches seulement et puis réaliser sa carte avec ça. C'est un service que vous avez délivré et comme ce service est basé sur les fichiers en mode vecteur, lui également, il peut modifier et puis placer les couches qu'il veut avant de réaliser sa carte. Ça, c'est ce qu'on appelle le service WFS. Le WMS, ça, c'est les cartes données format raster. Ici, par exemple, c'est ceux-là qui sont les pionniers dans le domaine d'Internet. Tout ce qui est partage de données via le réseau Internet, c'est ceux-là qui font ça. Donc, tout ce qui est compétences dans le domaine de la communication via Internet, c'est eux qui ont fait ça avec tous ces types de langages, bien des formats qu'ils ont réalisés. C'est bon? Je pense que on en a fini avec cette leçon. Il dit que, bon, si normalement on a vu toutes les fonctionnalités de notre système d'information géographique, vous voyez que ce sera vraiment un outil incontournable dans la gestion de notre environnement, dans la gestion de notre quotidien, dans la gestion de... Actuellement, quand on coupe Internet une journée, déjà, tout le monde est... Et il y a beaucoup d'utilisations que les gens font dans les structures là, basées sur l'utilisation des sigles qui étaient déjà développés en ligne. Les Yango, par exemple, tout ça, ça fonctionne sur ce même principe-là, s'appuyant sur le réseau Internet. Donc, on voit que les sigles sont vraiment un outil incontournable dans notre société actuelle. Est-ce qu'il y a des questions? C'est devenu incontournable surtout parce qu'on peut partager l'information rapidement avec les autres. C'est-à-dire que la vieille conception des gens, c'est-à-dire garder la chose pour eux seulement là. Actuellement, là, si tu veux vendre quelque chose, il faut publier. Bon, peut-être que le secret de la conception, là, tu gardes ça secret pour toi, mais le produit, là, que tu veux écouler, là, il faut avoir le moyen d'évacuer, enfin, d'informer les gens et puis choses. Et ça, c'est en s'appuyant sur le réseau Internet. Et puis maintenant, puisque on a la composante spatiale maintenant et on a des serveurs même dédiés, qu'on appelle des serveurs cartographiques. Ils sont très utiles dans ce domaine-là. Quand vous affichez une carte dans votre ordinateur ou bien dans votre téléphone, les données qui sont affichées là sont quittées quelque part dans un serveur. Et une carte ne se dit pas comme si c'était un test. Il faut des règles.
pour les formats des résultats soient bien placés pour que ça restitue exactement la carte. C'est ça, ce n'est pas les éditeurs du test qui vont faire ça ou bien n'importe quel. Il faut forcément un serveur cartographique. Il faut placer les éléments pour concevoir la carte. C'est bon? OK. Donc, on a fini avec cette leçon. Allô? On va passer à la seconde leçon. Oui? Allô? Oui? Monsieur, excusez-moi, j'ai une question. Oui? Monsieur, on dit souvent que les métadonnées sont essentielles pour Les méthodes quoi? l'interopérabilité. Les méthodes quoi? Les métadonnées. Oui, les métadonnées, oui, les Les métadonnées. métadonnées. Oui, c'est ça, oui. Voilà, on dit souvent que c'est essentiel pour l'interopérabilité. C'est ça. Maintenant, je voudrais vous demander, voilà, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez nous recommander pour essayer de documenter correctement les métadonnées dans les données SIG. OK. Normalement, ça c'est au cours du norme standard. Mhm. Vous allez revenir loin en live là-dessus. Mhm. Parce que en fait, les métadonnées, c'est quoi? Ce sont des informations. Mhm. Et ne regarde pas si ça là, il y a des trucs là-bas. Hein. Qu'est-ce que tu as fait dit là? Il n'y a pas de maison, c'est ça? Allô? Attends. Oui, un instant. Mhm. Bon. Malheureusement, j'appuie, ça va se faire. Hein. OK. Bon, ça n'avance pas. Mais il y a des quiz, non? OK. Donc, ne regarde pas ce qu'il y a là. Oui, mon ami, je disais que les données là, en réalité, les métadonnées, c'est quoi? C'est des données complémentaires qui permettent d'expliquer la donnée. On est d'accord, non? Mhm. Ou bien on n'est pas Oui, d'accord? monsieur. Là, ça vient trop tard. Là. On n'est pas d'accord? En fait, Monsieur, je suis d'accord. Monsieur, vous dites? Qu'est-ce qu'on appelle une métadonnée? Une métadonnée. Hmm? Bon, monsieur, dans le contexte des SIG, je pense que les métadonnées caractérisent des caractéristiques des données géospatiales. D'accord. Dans le contexte des SIG. J'essaie. Voilà. Non, ce que je veux dire, en général, on parle de métadonnées, en plus de coordonnées X, Y, Z de la donnée, en plus de la valeur même de la donnée, il y a d'autres informations. Par exemple, qui a délivré cette donnée, la date d'édition de cette donnée, l'erreur autour de la donnée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une donnée. Quelle est l'erreur qui accompagne? Il faut toujours ça. Cette donnée est à quelle échelle, ainsi de suite. C'est des informations et jusqu'à aller voir l'éditeur. De sorte qu'on puisse appuyer là-dessus pour aller vérifier cette donnée. C'est très utile. Généralement, on les met dans une table attributaire, pas la donnée. Donc, c'est très utile pour. Et puis, le format des données, les différentes informations relatives à la donnée qui font qu'on peut partager facilement cette information et surtout la vérifier. D'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la prochaine leçon. Bon, quelqu'un pour m'aider, hein, parce que là, je n'arrive plus à. Merci, monsieur. OK, merci. C'est bloqué là, je n'arrive plus à. Je veux enregistrer, je veux couper l'enregistrement et puis. Couper l'enregistrement. Oui. Voilà. Ça, il faut arrêter l'enregistrement. Voilà. Non, en haut.